Bienvenue sur ce plateau qui va vous parler de l'optimisation des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Et quand on parle de véhicules électriques, ce n'est pas seulement des véhicules à batterie, c'est aussi les hybrides rechargeables et les véhicules piles à combustible. Donc les infrastructures, c'est quelque chose de majeur pour cette nouvelle mobilité. Alors en introduction, je vous dirais, c'est clair, on est dans une démarche de transition énergétique. Et le domaine des transports, c'est quelque chose qui doit faire sa part dans cette transition énergétique. Et justement, les pouvoirs publics ont pris en charge ce sujet et de grandes annonces ont été faites il y a quelques jours par le président Macron qui met en avant cette filière de la mobilité électrique, qu'elle soit à batterie ou à hydrogène, et de différentes mesures sont là pour l'accompagner. Et je vous rappellerai seulement les grands objectifs qui ont été validés aussi par le président, c'est-à-dire 2022, 1 million de véhicules électriques sur les routes, et véhicules électriques hybrides rechargeables, piles à combustible ou à batterie, et en parallèle, pour les véhicules à batterie, de l'ordre de 100 000 points de charge accessibles au public. Et pour l'hydrogène, on va voir que l'hydrogène suit aussi un grand plan Hydrogène France qui va permettre de développer aussi les infrastructures. Alors si je fais un petit bilan aujourd'hui de où on en est en France dans ces infrastructures, donc peut-être une vue du marché. Aujourd'hui, on a sur les routes françaises de l'ordre de 200 000 véhicules qui roulent et qui peuvent se brancher tous les jours, et de l'ordre de 25 000 points de charge accessibles au public et pratiquement 160 000 privés. Et on voit bien qu'il va falloir, pour atteindre 1 million de véhicules et 100 000 points de charge, accélérer ce développement. Pour les véhicules hydrogène, j'ai en tête un peu plus de 20 stations accessibles au public et un programme qui permettra plus que doubler à 2020 ce nombre de stations. Alors, pour débattre de cette optimisation, de ce déploiement, nous avons autour de la table 3 personnalités. La première, c'est Antoine Dussard, chef de projet mobilité électrique chez Soltis. La deuxième, c'est Charlène Philippe, business developer à EVBox. Et la troisième, Jean-Sébastien Biche, chef de projet Zero Emission Valley. Donc, chacun va s'exprimer. Je vais leur demander de présenter rapidement leur entreprise et finalement pour Antoine Dussard de répondre à la question, pour développer au mieux, optimiser le développement de ces infrastructures, qui doit prendre part à ce développement? Qui doit-on mettre autour de la table? Que doit-on faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions, aussi bien pour le business que pour les utilisateurs, que pour les collectivités? Antoine. Bonjour à tous, donc, je suis Antoine Dussard, chef de projet mobilité électrique donc, au bureau d'études Soltis. Donc, Soltis conçoit et installe des centrales photovoltaïques sur le bâtiment. C'est notre première mission. Et évidemment, autour de ces enjeux d'énergie renouvelable, on a développé une expertise autour de la mobilité électrique. Parce qu'évidemment, on aura l'occasion d'en discuter, les synergies sont nombreuses entre les deux et participent à la transition énergétique. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, qui doit prendre Je vais cibler la question sur les infrastructures accessibles au public. Voilà, accessibles au public, effectivement. Je pense qu'il faut revenir de la base, se demander pourquoi effectivement on a besoin de ces infrastructures de recharge accessibles au public. Et en fait, elles permettent de répondre à 2 enjeux. Le premier, qui est effectivement celui qui est de la peur de tomber en panne. Souvent, effectivement, les gens qui ont peu de connaissances du véhicule électrique ont cet a priori. Et effectivement, le fait de voir des bornes de recharge accessibles au public, donc, sur l'espace public, permet donc de les rassurer sur leur capacité à effectuer des longs trajets en véhicule électrique. Et la deuxième chose, c'est effectivement le reproche qui est souvent fait aux véhicules électriques, c'est d'avoir une faible autonomie. Aujourd'hui, il faut quand même dire qu'un véhicule électrique permet de rouler 300 km, pour les modèles les plus récents, mais effectivement que l'infrastructure de recharge, elle vient permettre de doubler cette autonomie, notamment sur les trajets à longue distance, où effectivement, grâce aux infrastructures, donc les gens peuvent effectuer un arrêt de courte durée et venir aller plus loin. Donc c'est déjà une première chose. Ensuite, effectivement, qui doit porter ce déploiement? Effectivement, le rôle des pouvoirs publics en la matière est prépondérant, parce qu'effectivement, les enjeux en termes environnementaux, ce sont quand même effectivement les pouvoirs publics et les collectivités qui sont directement responsables, et souvent, effectivement, l'infrastructure de recharge accessible au public participe des efforts des collectivités vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air. Donc effectivement, elles ont ce rôle en fait de coordonner le déploiement de l'infrastructure. Après, effectivement, il faut... Alors, quand on parle de pouvoir public, c'est niveau local, territorial, national. Voilà. Qui doit y aller? Qui doit mettre la main
dans la poche, sortir du financement, parce que quand on dit accompagner, c'est juste donner les autorisations d'utiliser la voie publique, ou c'est aussi participer au financement? Oui, effectivement. Aujourd'hui, l'État apporte des financements sur la partie véhicule, sur la partie infrastructure. Effectivement, c'est plutôt collectivités locales qui sont aujourd'hui responsables du déploiement des infrastructures. Elles y sont aujourd'hui encouragées grâce à un programme de financement, donc, notamment porté par l'AVER, le programme Advenir, qui permet donc de financer jusqu'à 1 860 € par point de recharge. Donc c'est quand même pas négligeable. Quand on sait qu'effectivement une borne de recharge normale, hein, donc, qui permet de délivrer 22 kg, se situe aux alentours des 10 000 €. Donc c'est 22 kilowatts. Hein. 22 kilowatts, oui, pardon. C'est pas... Donc c'est effectivement c'est déjà une première chose, et effectivement je pense que sur le rôle des collectivités, donc il faut dire que la première chose, c'est que ce sont les communes qui sont compétentes aujourd'hui pour installer des bornes de recharge, mais que dans une logique de maillage cohérent d'un territoire, il s'agit d'encourager donc les collectivités à un échelon supracommunal, donc comme les régions ou surtout les syndicats d'énergie, qui sont les autorités concédantes du réseau de distribution d'électricité, à porter ce déploiement. Et c'est aujourd'hui ce qu'elles font en fait, qui permet d'apporter une cohérence. Très bien, donc les autorités à tout niveau doivent s'investir, mettre un peu la main à la poche. Et par contre, le privé aussi est là. Et justement, si on regarde dans le domaine privé, qu'est-ce qui est fait pour développer de façon cohérente ces infrastructures, et quels sont les acteurs de ce domaine privé, c'est-à-dire qui touchent à la fois les particuliers, les entreprises, mais aussi les immeubles en copropriété. Et on sait que là, le bas blesse un peu et que c'est encore un peu compliqué. Donc, Charlène, présentez-nous un peu EVBox. EVBox, on voit Box, on voit EV, donc une petite boîte pour le véhicule électrique, c'est pas mal ça. C'est ça, c'est l'idée. Bonjour à tous. Donc, Charlène Philippe, moi je travaille pour EVBox. On est une société néerlandaise qui fait des bornes de recharge. On fait partie depuis mars 2017 du groupe Engie. Donc, on est aujourd'hui dans une grosse structure sur laquelle on a les moyens de faire des développements. Et donc, on accompagne toutes les entreprises et tous les particuliers qui souhaitent pouvoir installer des bornes de recharge pour leurs véhicules électriques. Donc, il va y avoir concrètement deux mondes qui vont se distinguer. On a le B2B, avec toutes les entreprises qui vont venir avoir des flottes de véhicules électriques et donc qui vont devoir s'équiper de bornes de recharge pour venir recharger ces véhicules. Donc, toutes ces entreprises sont aidées également par les subventions. Avec l'aide Advenir. Donc l'État les encourage à venir installer des bornes de recharge. Et donc ces entreprises peuvent soit proposer les bornes de recharge pour ces flottes, soit proposer les bornes de recharge également pour les collaborateurs qui souhaiteraient passer sur l'électrique. Donc nous, on les accompagne dans ce cadre-là, avec des installateurs, mais aussi avec des partenaires. Et un des gros acteurs aujourd'hui, c'est la partie supervision qui vient se greffer sur la borne de recharge et qui vient aider ces entreprises, mais aussi dans d'autres cadres, la partie facturation de la borne de recharge. C'est un des points qui souvent est un peu compliqué lorsqu'on installe des bornes de recharge. Est-ce que le service est en libre service ou est-ce qu'on vient refacturer cette partie-là? Alors dans les entreprises, il se pose un autre problème, c'est l'histoire de l'avantage en nature pour finalement les salariés de l'entreprise. Et au niveau de l'AVER, on a œuvré depuis quelques années et je pense qu'on arrive au bout du tunnel. On va pouvoir avoir quelque chose de clair sur cet avantage en nature, soit un forfait, soit zéro. Et donc, ça clarifiera et ça permettra aux entreprises de développer massivement ces Voilà, aujourd'hui, cet avantage en nature est un frein dans certaines entreprises. Et donc, les bornes sont fermées aux collaborateurs. Et donc, ça crée un sentiment de frustration. Et donc, grâce à des intervenants, on va arriver à avoir quelque chose d'homogène. Et pour que toutes les entreprises soient soumises au même régime. Et donc, tout le monde puisse facilement venir recharger son véhicule électrique. On sait que les gens passent quand même entre 7 et 8 heures sur leur lieu de travail. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant et ça nous permet aussi de recharger sur des plus faibles puissances. Donc d'avoir des bornes de recharge sur du 7 kW qui permettent de recharger le véhicule sur le temps de présence. Et le réseau est content. Et le réseau est content. On vient accompagner la consommation du réseau. On a dans notre accompagnement, on a aussi des options qui permettent de faire de la gestion intelligente de la charge. Donc on va pouvoir venir définir une consigne pour pas que toutes les bornes, lorsqu'elles fonctionnent simultanément, viennent consommer trop d'énergie au niveau du bâtiment. Donc tout cet environnement énergétique est pris en compte au moment du déploiement des bornes de recharge.
Et après, avec couplage énergie renouvelable, si en possible. amont, l'énergie finalement peut venir, on va dire, des différents points de charge. Nous, on a juste besoin d'avoir des électrons qui arrivent jusqu'à là-bas. Donc après, que cette énergie soit produite par du solaire, qu'elle soit produite par d'autres moyens, nous, finalement, au niveau de la borne de recharge, ça n'a pas forcément d'impact. Et après, on a toute la partie client utilisateur de la borne de recharge qui vient mettre des bornes chez lui. Donc, on a le particulier qui vient mettre une borne de recharge dans son habitation principale, donc il est propriétaire. Donc, on est dans un cas qui est encore relativement simple là, c'est aujourd'hui. très facile. C'est ça. Il y a quand même une aide qui est mise en place pour l'installation de cette borne avec du crédit d'impôt. Donc en fonction des caractéristiques de la maison. Et après, on a tout ce qui est copropriété. Donc là où c'est un petit peu plus compliqué, il faut que la demande de borne de recharge soit validée par l'Assemblée générale. Et donc, on travaille en amont avec ces collectivités pour venir définir le nombre de points de charge qu'ils vont avoir. Et surtout, tout ce qui est partie énergie. Ça veut dire que la plupart des bâtiments ont des colonnes qui ont été dimensionnées il y a quelques années. La consommation électrique était moins importante et donc la puissance n'est plus suffisante pour venir accueillir des bornes de recharge. Donc on travaille avec Enedis pour amener de nouveaux points de livraison pour pouvoir avoir une structure dédiée à la borne de recharge qui permet d'alimenter toutes ces parties communes. Alors, au-delà du point de livraison, du raccordement électrique, le gros problème qui subsistait, je dis peut-être ça entre parenthèses, c'était le délai d'attente qui pouvait aller jusqu'à 1 an puisqu'il fallait attendre l'Assemblée générale. Alors mercredi, le président de la République a dit, lors de ses grandes annonces, il a dit qu'il allait ramener ce délai, donc il n'a pas parlé d'1 an, il a parlé de 6 mois à 3 mois. Donc 3 mois, ça reste acceptable, mais 1 an, c'était inacceptable. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où la décision devait être validée en Assemblée générale, il y avait un délai qui était variable entre le moment où le propriétaire souhaitait installer la borne de recharge et le moment de l'exécution des travaux. Donc on essaye de travailler pour réduire ce délai au maximum et de travailler aussi pour anticiper le besoin des prochains propriétaires. Ça veut dire que de plus en plus, il y a une préélectrification qui est faite sur les différents box, afin que dans un second temps, lorsque les personnes souhaitent installer une borne de recharge, on n'ait pas besoin de retirer toute cette partie de courant et donc juste l'intervention d'un installateur sur la partie dédiée. Oui, c'est très bien. Et il y a une loi qui a été votée, qui est la loi Elan aussi, qui facilite, qui réduira le coût des modifications sur les colonnes montantes électriques dans ces copropriétés. C'est ça. On sent bien une volonté générale d'aller dans ce sens-là, de faciliter l'installation de bornes de recharge, de pouvoir de plus en plus donner accès à la mobilité électrique aux propriétaires pour que ça facilite les choses et continuer à encourager ce mouvement. Je dirais que c'est nécessaire puisque si on veut atteindre ces objectifs d'1 million de véhicules, il faut que les infrastructures soient au rendez-vous. Donc on voit, ça devient faisable, ça devient simple d'installer une prise de charge sur la voie publique, dans son habitat. Mais maintenant, peut-être, allons directement vers l'avenir. Parce que finalement, l'électricité, on dit que c'est, ou la voiture à batterie, c'est juste un passage. Et l'hydrogène, on en parle, on en a peur. Et il faut peut-être se dire, c'est pour longtemps ou c'est pour aujourd'hui, justement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, donc en fait, c'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. C'est pour tout de suite. Donc je me présente, je suis Jean-Sébastien Biche, donc je suis chef de projet au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'un projet qui s'appelle Zero Emission Valley. Alors je vais vous faire un petit zoom donc, sur la stratégie de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, elle a voté dans la stratégie de juin 2018 sa volonté vraiment de développer toutes les actions nécessaires à améliorer la qualité de l'air, à faire une transition énergétique réussie et en mettant un petit zoom sur l'hydrogène. Et l'objectif ancré et marqué, c'est que la région veut être la première région à mettre des choses, de pérenniser des actions et à rentabiliser des actions autour du développement des infrastructures hydrogènes, autour de la mobilité. Alors, Zero Emission Valley, c'est un appel à projet européen qui nous permet donc de déployer simultanément 20 stations de distribution et 15 électrolyseurs, donc un site de production d'hydrogène vert sur place, et 1000 véhicules donc à utilisation hydrogène, 1000 véhicules électriques puis la combustible hydrogène. En fait, on essaye de casser l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les infrastructures qui font venir les véhicules ou inversement. Et donc la région, donc les entités publiques, a effectivement pleinement son rôle pour aider au développement, subventionne proportionnellement au nombre de kilomètres qui seront effectués par le véhicule hydrogène, qui peut aller jusqu'à 18 000 € pour l'achat d'un véhicule hydrogène si on s'engage à rouler plus de 25 000 km par an, qui n'est pas une distance énorme en soi.
Et la particularité du projet, pour s'assurer de cette rentabilité aux yeux de l'Europe, c'est l'installation, l'exploitation et la maintenance de ces stations sera faite par une entreprise commerciale dans laquelle la région prendra part au capital. Donc c'est une première en France, hein, ça n'a jamais été fait. Création d'une entreprise commerciale, ce n'est pas une SEM, ce n'est pas une SPL. Donc on s'est associé avec des partenaires historiques, Engie, Michelin, et la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole nous a rejoints dans le tour de table pour le plan de financement. Et cette entreprise-là, la SAS Impulsion, aura en charge effectivement de la bonne pérennité et rentabilité de l'installation de chaque station. Chaque station aura son go pour l'installation si et seulement si on a l'assurance qu'on aura un certain nombre d'usages, et notamment de la mobilité de véhicules électriques à l'hydrogène, qui seront accessibles directement à cette station-là. Donc les entreprises utilisatrices s'engagent en même temps à acheter des véhicules, à les exploiter. Alors, c'est des entreprises ou des particuliers? Alors la cible, c'est les flottes captives. Alors pourquoi? Évidemment, le jour où je pourrais faire un Paris-Marseille avec mon véhicule hydrogène, on n'aura plus besoin d'opérations comme Zero Emission Valley. Pour rajouter quelques stations. Quelques stations. Donc effectivement, à l'échelle 20 stations, 1000 véhicules, ça paraît pas une tâche énorme, mais c'est juste le premier projet européen et qui double aujourd'hui la capacité existante. Oui, tout à fait, parce qu'on en est autour de 20 stations de charge en France, là vous en rajoutez 20, on double. Et d'ici 2020 ? C'est optimiste, mais pas aussi. C'est 2023. L'objectif, c'est installer les 20 stations et aider à l'acquisition de 1000 véhicules en 2023. Et donc voilà, c'est très très ambitieux. Et le fait de faire un partenariat privé-public donc, permet de se dire on va ensemble amorcer la filière le marché de l'hydrogène à travers l'amorçage de la mobilité hydrogène. C'est très bien ça. Donc la région se tourne finalement vers l'avenir, et vers l'avenir décarboné, tout en intégrant la transition énergétique. Alors justement, c'est bien d'avoir fait la transition en disant c'est une société commerciale, donc quand on parle de société commerciale, il y a finalement des investissements à faire, et puis il faut que le business soit au rendez-vous, donc CAPEX, OPEX, comment ça marche. Justement, je vais reposer la question sur les installations de charge, surtout sur la voie publique. Finalement, les opérateurs, c'est les collectivités, c'est des sociétés commerciales. Et est-ce que c'est un business rentable aujourd'hui ou rentable demain? Est-ce qu'il faut investir là-dedans? Alors effectivement, c'est une question qui préoccupe beaucoup les collectivités. Et beaucoup de monde. Et voilà, pas que. Mettons les pieds dans le plat directement. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de rentabilité à court terme sur l'exploitation de ces infrastructures de recharge accessibles au public, tout simplement parce que ça fait partie justement des signaux pour encourager... On est dans l'œuf et la poule. Voilà, il y a un peu de ça quand même. Aujourd'hui, le marché se porte bien. On arrive à voir... justement, sur les derniers mois, à peu près 2% des ventes de véhicules neufs qui sont en électrique. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc progressivement, justement, le parc de véhicules se renforce. Donc justement, qui dit parc de véhicules se renforce, dit fréquentation accrue sur les stations de recharge accessibles au public. Et effectivement, c'est ce volume de fréquentation qui va permettre d'atteindre cette rentabilité à moyen terme. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une démarche vraiment incitative de la part des pouvoirs publics. On est dans le rôle d'un service public. C'est vraiment là-dedans qu'on s'inscrit. Mais pour autant, on a quand même des signaux qui montrent que justement... Le marché intéresse de plus en plus de monde, c'est qu'aujourd'hui, sur des réseaux de recharge qui sont matures, les collectivités, avec justement le soutien des entreprises, amorcent donc l'exploitation des réseaux de recharge sous la forme d'une concession de service public. Ouais. Et il y a eu tout un développement financé par l'État dans le cadre du PIA, et finalement supporté par l'ADEME qui distribuait ses fonds. Et ce financement a débouché sur pas mal d'infrastructures. Et aujourd'hui, je crois que les collectivités qui les exploitent ou les délégations de services publics se rendent compte qu'il y a des points de charge qui marchent bien, puis d'autres qui marchent absolument pas. Donc il y a une question à se poser. Comment déployer de façon optimale? Oui, c'est ça. Mais justement, on est quand même dans une démarche un petit peu duale de la part des collectivités. D'un côté, effectivement, il s'agit de mettre des bornes de recharge là où on a des besoins qui sont avérés. Mais de l'autre côté, c'est aussi pas mal d'avoir une répartition à peu près équilibrée des bornes de recharge, notamment sur les zones rurales, où, encore une fois, la borne de recharge a un rôle de réassurance vis-à-vis de l'utilisateur, et le fait de voir cette borne de recharge, même si on ne va pas l'utiliser, c'est quand même un facteur justement très, très positif. Si vous voulez réagir sur ce point-là, je pense qu'il est très important, parce que vous traitez aussi l'espace public. C'est ça, on traite aussi l'espace public, et vous en parliez tout à l'heure, le fait que les véhicules aient des autonomies de plus en plus importantes. On a des bornes qui sont situées aujourd'hui dans des lieux où elles n'ont pas une très grande
fréquentation. Et le fait de pouvoir aller plus loin avec un véhicule électrique, ça permet d'aller jusqu'à ces points-là et de pouvoir recharger les véhicules sur ces lieux-là. On a par exemple, nous, équipé certaines stations en bornes de recharge. C'est des stations-service? Non, des stations de montagne. De montagne. Ah non, il faut le préciser. Voilà, pardon, des stations de montagne où les gens vont au sport d'hiver en véhicule électrique et donc peuvent venir recharger leur véhicule. Donc c'est effectivement des bornes qui pour l'instant ont une fréquentation qui est quand même assez limitée, mais où on voit la fréquentation augmenter et on se dit que les gens vont de plus en plus loin, utilisent de plus en plus le véhicule électrique et donc c'est de bon augure pour toutes les bornes qui sont installées sur la voirie. Et justement, le réseau autoroutier, on voit qu'il y a aussi des bornes qui ont été installées. Et je regardais le bilan de Sodetrel qui a changé de nom là récemment, Isivia. Et donc ce bilan était quand même positif sur l'année qui vient de s'écouler. Il y a beaucoup plus de transactions. C'est pas encore, je dirais. Et ce qui est même intéressant justement avec ce bilan d'Isivia, c'est qu'on observe justement une fréquentation accrue l'été. Donc finalement, le véhicule électrique qu'on avait dit, ça sera jamais le premier véhicule du foyer, c'est vraiment le véhicule qu'on va utiliser de temps en temps. En fait, non. Déjà, la première chose, c'est que c'est le véhicule du quotidien, et de deux, c'est aussi le véhicule qu'on va utiliser pour partir en vacances. Et ça, c'est quand même deux messages inédits, je pense, sur ce secteur. Maintenant, il y a des bornes, il y a des véhicules, il n'y a pas trop de véhicules encore, mais si on se projette dans l'avenir avec beaucoup de véhicules, comment il va falloir finalement répartir les bornes futures pour assurer ces usages de vacances, ces usages qui sont finalement une charge importante pour le réseau de recharge lors des grandes migrations. Donc comment faire tout ça? Là, je m'adresse aux deux spécialistes de la recharge. Alors pour moi, on aura différentes manières d'aborder le problème. On a déjà toute la partie qui est gestion de la recharge, donc avec des bornes qui sont intelligentes, qui permettent de limiter l'impact de la recharge sur le réseau électrique. Oui. Et donc ça, c'est un point. Ça, c'est bien déjà, ça améliore les OPEX de ces bornes-là. C'est ça, c'est qu'à l'instant T, même si toutes les bornes fonctionnent simultanément, on ne fera jamais un pic de consommation sur le réseau et on arrivera à avoir quelque chose de lissé et qui est une consommation, on va dire, habituelle sur ce réseau électrique. Oui, pour compléter aussi, je dirais que le message principal, c'est de dire déjà que l'infrastructure de recharge, elle est effectivement supervisée. Donc ça permet effectivement de répondre à l'enjeu de la maintenance. Donc ça, c'est une priorité en termes de déploiement efficace pour les usagers. De deux, ensuite, sur comment est-ce que les privés, les publics vont ensuite se répartir le déploiement. Le privé, aujourd'hui, va équiper les autoroutes, les lieux où effectivement il va y avoir des besoins de recharge rapide. On a aujourd'hui des acteurs qui se positionnent de manière très claire du côté des pétroliers, du côté aussi... C'est clair, les stations-service, il y a plus de voitures électriques, ils vont vendre moins de carburant, donc il faut qu'ils vendent autre chose. Ils trouvent de nouveaux métiers. On a aussi des énergéticiens qui se positionnent, donc EDF en premier avec le projet Corridor, mais aussi l'énergéticien allemand E.ON. Et on a également aussi les constructeurs automobiles, pour qui évidemment la recharge va de pair avec la vente de véhicules électriques. Donc tous ces acteurs privés justement sont aujourd'hui en train d'investir sur l'installation de bornes de recharge rapide. Et il reste justement aux collectivités à assurer la recharge aussi du quotidien. On pense notamment à tous ces gens qui n'ont pas la possibilité de se recharger au domicile. Il ne faut pas les oublier. Ouais, qui n'ont pas de place de stationnement ou de parking ou de garage. Exactement. Stationnant sur la voie publique. Tout à fait. Et là, effectivement, la collectivité a pour mission de répondre à ces besoins. Et on trouve aujourd'hui des modèles qui sont assez innovants, notamment du côté des Pays-Bas où il existe des plateformes où un particulier peut signaler un besoin de recharge parce qu'il n'a pas de place de parking à son domicile. Et à ce moment-là, la collectivité vient installer une borne de recharge à proximité de son lieu de résidence. Je pense qu'on va faire la même chose en France. Et dans il y a des projets dans les cartons. Oui, c'est dans les cartons. Tout à fait. Alors là c'est bien, on a vu l'électrique. L'électrique est un maillage, mais l'hydrogène finalement, CAPEX, OPEX d'une station, c'est rentable tout de suite ou, si j'ai bien compris, vous faites une société, il va falloir qu'elle présente ses comptes et qu'à terme, ou rapidement même, ça devienne rentable. Alors exactement, donc je vous ai dit, les acteurs qui rentrent au capital, ils ne viennent pas pour dire on met des sous et c'est de la perte acceptable sèche. Il y a une partie de perte acceptable, mais évidemment il y a une rentabilité qui a été proposée et mise en place et qui a permis dans leur comité d'engagement de mettre plusieurs millions dans le projet de la SAS. Il y a déjà au niveau des investissements un financement européen.
Alors, on est aidé. Donc effectivement. ça vous enlève tout ça au niveau de l'amortissement, mais après, il y a quand même l'opérationnel. Il faut que ça tourne opérationnellement. Alors, je reviens sur l'aspect CAPEX. Effectivement, on a des fonds qui viennent du Blending Call. Donc, on a, sur l'ensemble du projet, c'est 10 millions qui viennent de l'Europe. La région va apporter aussi donc, en fonds publics dans l'entrée de son capital et l'aide à l'acquisition des véhicules. Et on a aussi la Caisse des dépôts qui rentre dans l'opération de la SAS Impulsion. Et on va essayer d'optimiser au fur et à mesure. L'objectif, c'est de dire, effectivement, on revient sur cette histoire de l'œuf et de la poule, on s'adresse à des flottes captives qui vont rouler énormément. Lorsqu'on aura la garantie qu'ils vont acheter des véhicules qui auront des autonomies, aujourd'hui, les véhicules existent déjà sur le marché. On a des Hyundai, des Toyota, des Renault. C'est ça, donc l'offre, vous avez des Renault Kangoo, c'est ça, oui, des Hyundai, des Mirai, Toyota, Mirai, et des Nexo, oui, donc oui. des berlines et puis des SUV. SUV. Pas de poids lourd, de bus. C'est la phase d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a lancé l'opération et ce qu'on a vendu au projet européen, c'est dire on va amorcer le marché de la mobilité hydrogène à travers des flottes captives, petites utilitaires et véhicules de tourisme. L'idée est de vraiment enclencher le go de CAPEX, c'est de dire ok, on installe les stations. Et la phase d'après, donc dans les 2 ans ou 1 an et demi maintenant, c'est de dire on va aller chercher des gros consommateurs, des bus, des bennes à ordures ménagères ou des flottes captives plus importantes comme des flottes taxis. Le plein d'un bus ou d'une benne à ordures, c'est combien de pleins de véhicules particuliers? C'est 4 ou 5 Minimum. 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 Donc ça fait tourner la station, Voilà. ça amortit plus vite finalement cette partie-là. Voilà, donc l'amortissement, donc effectivement, hein, c'est pas la même façon de gérer le projet. C'est-à-dire qu'on installera une station sur le territoire uniquement lorsqu'on aura la garantie du seuil acceptable d'investissement de nos partenaires. Après, sur la partie OPEX exploitation, on est en amélioration continue. C'est-à-dire que dans l'aspect contractuel qu'on aura avec notre exploitant, ce sera à lui d'aller chercher au quotidien, station par station, le REX de la première pour améliorer en continu. Donc acheter l'électricité au moindre coût, parce que c'est ça la source première de l'électrolyseur. C'est une part importante, hein, c'est plus de 50% du prix du kilo. On a un avantage quand même, c'est que dans la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez aussi la CNR qui est un fournisseur d'énergie verte déjà, donc électrique verte. Alors on a plein d'acteurs. Pourquoi la région s'est lancée sur l'hydrogène au-delà d'une ambition, d'un challenge, d'une rencontre de personnes, dire allez, on se lance dans cette opération-là. C'est qu'on a aujourd'hui sur le territoire 80% à dire d'experts, des acteurs de l'hydrogène. Donc c'est une vraie chance, mais c'est une vraie pression, parce qu'on ne peut pas ne pas réussir. Mais du coup, on a toutes les briques de la chaîne de valeur, dont la CNR, qui est un producteur électrique local vert. Mais on peut imaginer tous les acteurs aujourd'hui, toutes les startups, les Attaway, les McPhy, tous les fabricants qui sont aujourd'hui sur le territoire, le CEA, la CNRS, le pôle de compétitivité Tenerdis, tous ces acteurs-là, ce seront nos acteurs et c'est ensemble qu'on va animer le territoire. Donc pour rebondir sur la faisabilité d'une station, c'est-à-dire que ce n'est pas la région qui va dire « allez, on installe à tel endroit ». On a ciblé effectivement des lieux privilégiés pour les stations, principalement des grosses agglomérations, là où il y a du monde, où potentiellement il y aura des voitures à hydrogène, un véhicule électrique à hydrogène. Mais c'est bien le territoire local qui va se charger de l'animation. C'est lui qui connaît les acteurs économiques, c'est lui qui connaît tous les acteurs, toutes les flottes captives qui pourront prendre leur rôle, dire moi aussi je veux en être, moi aussi je vais être pionnier et moi aussi je vais lancer le marché de l'hydrogène. Bon, donc on voit que c'est faisable. Même l'hydrogène arrive, il va peut-être arriver plus vite qu'on le pense. Finalement, il faut attendre 2-3 ans pour voir comment se développent ces projets. Pour l'instant, ça reste au niveau des projets. Mais quand on parle de transition énergétique, il faut aller plus loin que le véhicule. Il faut aller voir finalement l'approvisionnement et la chaîne globale. Et on entend souvent parler de véhicules to home, véhicules to grid pour les véhicules à batterie. Et pour l'hydrogène, stockage finalement des énergies renouvelables sur le vecteur hydrogène. Je pense que là, il faut aussi éclairer. Et comment ça va arriver ? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que c'est finalement le véhicule to home d'abord, puis le véhicule to grid? Qui c'est qui prend la parole? Ouais, je vais apporter quelques éléments liminaires et puis après je pense qu'effectivement EVBox est peut-être plus à même dans la mesure où vous avez peut-être des solutions qui pourront intégrer ce principe de réinjecter justement de l'électricité stockée dans les batteries vers le réseau ou pour alimenter sa maison. Pour donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui vous avez des voitures qui embarquent 60 kWh
Et au quotidien, le trajet moyen d'un Français, c'est de l'ordre de moins de 50 km, donc c'est moins de 7 kWh. Donc le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le faire tourner, il faut l'utiliser, parce que si vous ne l'utilisez pas, votre batterie, elle vieillit avec le temps, puis elle vieillit avec les kilomètres. Donc si vous ne faites pas assez de kilomètres, il faut absolument valoriser ces kilomètres que vous ne faites pas au quotidien. Voilà, c'est exactement ça, tu as bien résumé. Ce qu'il faut dire aussi avec un véhicule électrique, c'est qu'il est stationné, comme les autres véhicules, 95% de son temps. Donc il a une capacité en fait à accumuler de l'énergie, notamment issue de sources renouvelables. Je pense que c'est quand même, avant d'arriver justement au véhicule to grid, au véhicule to home, où il y a quand même des évolutions sur le plan réglementaire et même sur le plan technologique qui sont attendues, la première chose qu'on peut déjà faire, c'est effectivement faire correspondre les phases de recharge de véhicules et les phases de production d'énergie renouvelable. Pour ça, déjà, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est capable de piloter la recharge pour faire effectivement déclencher la recharge au moment où il est opportun, notamment par exemple aux heures de production d'ENR. Et c'est moins cher. Et voilà, et en plus, tout le monde est gagnant. C'est exactement ça. Et effectivement, demain, grâce au véhicule to grid, on sera capable de dire à notre véhicule, donc stocker l'électricité, encore une fois, la journée, lorsque effectivement le véhicule sera rechargé, pour ensuite effectivement le réinjecter dans le réseau au moment où on en aura besoin, notamment sur la pointe du soir à 19h. C'est ça, c'est que l'idée est que le véhicule va devenir une batterie de stockage pour l'utilité soit de la maison, soit alors des collectivités. Du stockage sur roulette. Du stockage sur roulette, voilà. Et on pourra, par exemple, sur un moment de pic de consommation de la maison, venir prendre de l'énergie dans le véhicule, ou un moment où par exemple l'énergie est plus chère à acheter sur le réseau, venir utiliser l'énergie qui est disponible dans le véhicule, et le véhicule viendra se recharger à d'autres moments de la journée lorsque l'énergie, ou par exemple lorsque nos centrales produisent de l'énergie qui n'est pas forcément utilisée, ça serait des moments pour utiliser ces pics de production sur des moments où la consommation de la population n'est pas assez importante par exemple, et ça peut aussi venir en complément sur des périodes de froid, ou quand on a un pic de consommation sur des périodes de chauffage, d'avoir ces véhicules qui viennent alimenter le réseau pour venir compléter cette demande de consommation. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer le véhicule électrique dans tout un environnement énergétique, et pas que le véhicule électrique soit un risque pour le réseau, mais que devienne un complément de ce réseau-là. Ouais, c'est très bien tout ça. Alors l'hydrogène, est-ce qu'elle apporte aussi une solution? Moi j'ai ma petite idée, mais j'aime bien écouter ce que vous allez me dire. Oui, effectivement, l'hydrogène, c'est aussi un vecteur énergétique qui permet de faire la bascule entre un réseau électrique et un réseau gaz, par exemple. Donc, certains opérateurs énergéticiens, des grands opérateurs, travaillent sur ce qu'on appelle le power to gas, qui permet de produire de l'hydrogène lorsqu'il y a une production d'énergie renouvelable en surplus par rapport aux besoins, de le stocker, de le maintenir sous forme hydrogène, et lorsqu'il y en a un besoin, de le faire basculer soit sur un réseau de transport ou de distribution gaz naturel, soit le rebasculer côté électrique, réseau électrique, lorsqu'il y en a un besoin. Donc c'est une fluctuation entre deux réseaux, deux mondes qui jusqu'à maintenant s'ignoraient. Ou le mettre dans les véhicules. Alors évidemment, moi sur mon projet, la production donc sur Zero Emission Valley, c'est mettre en place des stations de production vertes, donc à partir d'énergie renouvelable, et on aura bien besoin de stocker une quantité de kilos d'hydrogène pour s'assurer du nombre d'avitaillements des véhicules qui viendront faire le plein classiquement comme une station-service. Donc effectivement, on a des tas de solutions qui sont présentes. Moi ce que j'avais retenu entre la batterie et l'hydrogène, c'est que la batterie vis-à-vis du réseau, c'était un stockage, je dirais, courte durée et plutôt un stockage pour soutenir le réseau en puissance, et que l'hydrogène, ça pourrait faire finalement un stockage plus longue durée et plutôt saisonnier, donc de façon à pouvoir utiliser au mieux les renouvelables qui vont être de plus en plus nombreuses en France et même dans le monde. Donc on voit bien qu'il y a une certaine complémentarité batterie-hydrogène. Et en plus, la batterie, si elle a une double vie, une vie à travers le réseau et une vie à travers la mobilité, c'est encore mieux. Et si l'hydrogène prend un peu la même voie. Donc on voit qu'on se lance dans le futur. Et vous avez encore quelque chose à nous dire sur le projet? Oui, ce que je veux dire, c'est que véhicules électriques ou véhicules électriques à hydrogène sont complémentaires dans le besoin. On l'a bien vu, les véhicules électriques qui ont la possibilité de se recharger le soir sur le lieu de travail a toute sa place sur une distance 100, 200, 300 km journaliers. Le véhicule hydrogène est pour des distances plus importantes et qui nécessite effectivement la possibilité de venir se faire son plein classiquement. Et je ne veux pas mettre en opposition, voilà, c'est important de dire... justement, un peu de concret. Le plein hydrogène, combien de temps, combien de kilomètres je reprends?
Alors j'ai l'habitude de dire qu'un plein hydrogène, en fait, c'est comme on fait d'habitude. C'est entre 3 et 5 minutes. Alors je vous invite à prendre le chrono, c'est le temps qu'on met pour charger on passe plus de temps à payer, à mettre la carte bleue. Exactement. Non, blague à part, aujourd'hui c'est entre 3 et 5 minutes en fonction de la quantité du réservoir et du véhicule. Et voilà, on met son pistolet, on charge et on repart. Donc c'est exactement la même façon. Et je récupère 500 km. Alors les 400, constructeurs ouais. annoncent en fonction des véhicules jusqu'à 666 km. Après, ça j'y crois pas. Oui, Autoroute à 130, voilà, on est enfin, autour des 500 km 500, oui. testés et validés. Après. Mais voilà, la facilité, la flexibilité, la zéro émission et aller se charger classiquement, voilà, c'est les atouts de l'hydrogène. Et un véhicule électrique, combien de temps pour recharger sur autoroute? Alors sur l'autoroute, on Ah est oui, sur à des charge rapide. chargeurs rapides qui vont de 50 à 350 kW, donc ça va dépendre. En fait, sur le véhicule électrique, souvent ce qui freine le temps de charge, c'est le transfo qui est embarqué dans la batterie, enfin dans le véhicule, pardon. C'est ce qui va venir limiter le temps. On estime que sur les autoroutes, on récupère à peu près 80% d'autonomie en 20 minutes. Voilà, je pense qu'ici, il faut quand même ajouter une petite précision, c'est que finalement 20 minutes, c'est quand même le temps, enfin en tout cas 20 minutes, une demi-heure, c'est le temps d'une pause sur l'autoroute. Parce que, ok, on fait son plein en 3 minutes, mais on va aussi prendre un petit café, on fait une pause aux toilettes, etc. Donc finalement, c'est tout à fait Oui, suffisant. C'est tout à fait suffisant. C'est suffisant et ça répond aussi aux demandes des bonnes habitudes, des bonnes pratiques lorsqu'on roule, de s'arrêter régulièrement pour Donc, faire une et pause. aujourd'hui c'est faisable puisque les autonomies sont de l'ordre de 300 km sur autoroute pour les plus gros véhicules, ceux qui sont le plus de batterie, donc ça fait 2 heures de route, donc on s'arrête toutes les 2 heures, c'est la sécurité routière qui préconise ça, donc c'est très bien. Après, il faut que la borne soit disponible, parce que pour rouler en voiture électrique, je me rends compte que des fois les bornes sont occupées. Comme ici, j'ai voulu me recharger hors Expo, il y a 4 emplacements de charge, et bien les 4 étaient pris. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a un réseau d'infrastructures qui est ce qui est. Et le boom du véhicule électrique va faire qu'à un moment, ce réseau va devoir grandir et on va devoir aussi augmenter le nombre de bornes de recharge sur les différents points. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies, puisque finalement, c'est plutôt un service qu'il faut rendre, c'est un service de recharge. Et Autolib, en son temps, et toujours à Lyon, ça a quand même un avantage, Autolib, même si je dis que c'est un système fermé, Autolib ou Bluelib, c'est un système fermé, mais si on l'ouvrait, c'est-à-dire si tous les points de recharge, je pouvais les réserver à l'avance. Alors, il y a un protocole aujourd'hui qui s'appelle l'OCPP, qui est un protocole de communication. On rentre dans la technique, là, voilà, pas trop. Pardon. Mais c'est un protocole de communication entre les bornes de recharge et les différentes supervisions. Et donc, grâce à ces supervisions-là, on peut échanger des messages. Et donc, la réservation est une fonctionnalité qui est prévue dans ce protocole-là. Donc, il y a de plus en plus d'applications qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est plus d'ordre d'organisation. Quand on réserve une borne, on la réserve pendant combien de temps? Parce que c'est un peu facile de réserver une borne et d'arriver 2 heures après. Non, à la limite, effectivement, c'est un quart d'heure. C'est ça. Et aujourd'hui, on a des applications de navigation qui vous donnent le temps d'arriver assez précisément. Tout à fait. Mais on a de plus en plus d'applications qui vous permettent d'avoir une idée de l'état de la borne à l'instant T. À ce jour, on a l'état de la borne, fonctionnelle ou occupée. C'est ça. Mais c'est à l'instant T. Quand j'arrive, elle peut être occupée, même si elle était libre quand j'étais en train d'y aller. Oui, juste pour aussi apporter un complément, je pense aussi que tu faisais référence à l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est pas qu'un gros mot, c'est aussi un terme qui veut dire qu'à partir d'une même carte d'abonnement, on est capable d'accéder à de multiples réseaux. Et ça, aujourd'hui, cette interopérabilité, elle existe. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. La plupart des réseaux, justement, sont reliés les uns aux autres et l'usager va pouvoir donc aller sur différents départements sans craindre de ne pas pouvoir accéder à la recharge parce qu'il n'a pas le bon badge. Donc ça, c'est déjà une question qui a été résolue. Et si je vais en Italie, en Allemagne, en Espagne? Alors ça dépend évidemment. Aujourd'hui, c'est un peu en fonction du contrat de l'opérateur qu'on a choisi. On a certains opérateurs qui ont justement une implantation européenne et donc effectivement à partir de son même badge, on peut aller plus loin. Ça fait partie des services, c'est à l'usager de choisir. Sur les bornes en voirie, il y a aussi la possibilité de payer, comme quand vous payez à une station-service via une carte bleue sur la recharge à l'instant T. Mais par téléphone la plupart du temps. Par plupart du temps par téléphone. J'ai pas vu de... Certaines bornes ont un lecteur NFC. Il n'y en a pas beaucoup.
Oui, voilà, il y a le paiement sans contact quand même est largement répandu. Donc vraiment, c'est vrai que je pense que le message à retenir aussi, c'est que bon, les collectivités comme les opérateurs apprennent au fur et à mesure à mieux comprendre aussi quels sont les besoins de l'utilisateur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous conscience, enfin toute la filière a conscience qu'il faut quand même écouter justement l'utilisateur et qu'aujourd'hui, ce service, il est vraiment bien, il lui est destiné. Et je pense que de plus en plus, les retours des premiers usagers, des early adopters sont pris en compte. Au départ, il fallait avoir, je dirais, le portefeuille avec une centaine de cartes pour traverser la France. Bon, ça s'est arrangé. Alors pour l'hydrogène, est-ce qu'il y aura des problèmes d'interopérabilité, de standards, de raccordement? C'est traité tout ça? On a la chance, c'est qu'on n'a pas beaucoup de stations aujourd'hui. Donc on va s'appuyer sur le retour d'expérience effectivement des bornes de recharge électriques ou autres. Donc, mais c'est intégré. Le projet intègre effectivement la possibilité et la souplesse de pouvoir passer de station en station. Ce que je voudrais préciser, tout à l'heure on l'a dit en introduction, ce n'est pas une solution d'avenir parce qu'on a déjà lancé 2 opérations sur Chambéry et Clermont-Ferrand. Et ces opérations, on les voit comme des preuves de concept puisque tout à l'heure, on parlait d'amélioration continue de l'exploitation ou d'optimisation des coûts d'investissement. Donc voilà, ces 2 sites, Chambéry et Clermont-Ferrand, sont vraiment pour nous 2 preuves de concept qui vont nous permettre d'accélérer le process pour développer plus rapidement les 18 autres stations qui vont arriver en optimisant tout le design des stations, le coût d'installation, le nombre de personnes qu'il faut mettre pour l'exploitation. Donc au fur et à mesure, on va accélérer, avoir le process très, très optimisé. Ouais. Mais juste pour préciser, je dirais, les raccordements hydrogène aujourd'hui sont normalisés au niveau européen. Donc tous les véhicules ont des connecteurs de remplissage compatibles. Les stations, c'est compatible. Il y a juste la pression qui change. Alors justement, on a prévu, c'est que sur les stations et du projet Zero Emission Valley, on est sur du bipression. On est sur du 350 bars et 700 bars qui nous permet d'avoir donc l'offre complète des véhicules qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors entre 350 et 700 bars, j'ai moitié moins d'hydrogène embarqué. Ça dépend du véhicule. Si un véhicule, il faut plus de réservoirs alors. Voilà, exactement. Et donc, quel est l'avantage du 350 et du 700? Après, c'est des protocoles. Si je vous donne les véhicules qu'on a évoqués tout à l'heure, le Renault, on est plutôt sur du 350 bars de charge, alors que des Toyota et des Hyundai, on est sur du 700 bars. Donc voilà, on s'adapte sur l'offre commerciale de véhicules de façon à pouvoir avitailler tous les véhicules qui viendront sur les stations. Et les véhicules lourds, ça sera aussi du 700 ou du 350? Non, on sera plus bas, oui. 350, parce qu'il y a plus de place, on peut mettre plus de réservoirs. Ça coûte moins cher les réservoirs 350 que 700. Bon, on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Éventuellement oui, il faut. Juste signaler effectivement, je ne sais pas s'il y a des zones non interconnectées qui nous suivent ou qui sont dans la place, mais effectivement... Ces zones-là, on parle des îles. Hein, des îles, voilà, l'outre-mer, parce que finalement on parle beaucoup de la métropole, mais l'outre-mer, alors que le véhicule électrique a toute sa pertinence sur un petit territoire insulaire, puisque les distances parcourues sont quand même assez faibles, donc là l'autonomie n'est pas du tout un problème, mais on a effectivement une énergie qui est très carbonée. Donc ça c'est quand même le problème où effectivement le véhicule électrique... On a du soleil sur certaines îles ou du vent sur d'autres. On a beaucoup de soleil et justement aujourd'hui, l'ADEME a mis en place un appel à projet qui permet donc tout porteur de projet, qui soit entreprise ou collectivité, de bénéficier d'un accompagnement financier pour l'installation de bornes de recharge en Outre-mer. Et donc cet appel à projet court jusqu'à la mi-mai, donc il faut quand même s'y prendre un peu dès maintenant pour construire ces projets. Mais je pense que il n'y a pas forcément énormément de monde qui est au courant de l'existence de cet appel à projet. Je pense réellement que c'est une aubaine à saisir dans la mesure, encore une fois, où le véhicule électrique a toute sa pertinence sur de tels territoires. Surtout en plus à l'heure où le véhicule électrique d'occasion arrive. Et on a des véhicules électriques aujourd'hui entre 8 000 et 10 000 euros. Oui, donc ça devient accessible à tous. Alors justement, mais par contre, il y a encore un manque d'information et d'éducation du consommateur final. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour ça ? Même pour l'hydrogène. Hein. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur. On n'a pas forcément envie de changer. Le véhicule électrique fait peur ? Le véhicule électrique fait peur. C'est quand même l'hydrogène, je comprends. Il y a le Zeppelin qui est toujours dans les mentalités, mais pas trop maintenant, c'est oublié. Non, on a des habitudes. On a l'habitude d'avoir un plein qui est disponible entre guillemets en permanence. C'est quelque chose qui inquiète. Donc nous, on a un rôle d'information, d'éducation, d'explication sur ce monde du véhicule électrique et pour finalement enlever certaines rumeurs
qui sont un peu tenaces et qui ne sont plus vraies aujourd'hui, qui ont pu être vraies sur des premiers véhicules, mais les choses évoluent et la désinformation va plus vite que l'information. Et donc on a un rôle, je pense, en tant qu'acteur dans le marché pour accompagner les gens dans ce nouveau milieu. Même sujet, même combat, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de pédagogie, d'accompagnement, et cette pédagogie se fait donc localement avec les acteurs du territoire qui participent à des animations de présentation du c'est quoi l'hydrogène, comment ça marche une station, comment ça marche un véhicule électrique à hydrogène. Et on fait souvent ces réunions avec les SDIS, les pompiers, qui viennent rassurer, expliquer qu'effectivement c'est un véhicule comme un autre et qui a ses contraintes particulières, mais qui permet au fur et à mesure de l'animation de rassurer, dire que voilà, il faut un peu de pédagogie et avancer. Très bien. Je crois qu'on arrive un peu au bout de ce qu'on voulait dire. Et moi, j'étais prêt à prendre quelques questions dans l'audience, s'il y en a. Autrement, je vais poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, je vais... Oui, non, toujours pas. Donc, je vais me tourner vers un autre problème, parce que finalement, cette partie d'information et d'éducation du consommateur, on voit qu'on a quand même un très grand fouillis d'actions, d'aide, de dispositifs qui sont un peu disparates, que ce soit national, régional ou même dans certaines zones comme les zones. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'arrange? Moi, j'ai déjà la solution. Mais... Bon, j'ai peut-être une petite idée de là où tu veux en venir. Je pense effectivement, aujourd'hui, on a besoin de centraliser l'information. Chaque territoire, notamment, je reparle toujours de mes pouvoirs publics, mais bon, là, on est là quand même. Enfin, les pouvoirs publics sont là pour inciter, et être exemplaires. Donc, elles ont à cœur d'avoir des initiatives justement qui visent à encourager les ménages et les entreprises à adopter des véhicules électriques et installer des bornes de recharge. Simplement, on n'est pas forcément au courant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une plateforme d'information qui va être mise sur pied, je sais auquel l'Aver France contribue activement, et qui sera effectivement relayé via le ministère de la Transition écologique, et qui permettra effectivement à chaque utilisateur de pouvoir visualiser les aides auxquelles il est éligible et avoir accès à des informations de base sur le véhicule électrique. Donc ça, effectivement, je pense que ça sera déjà un bon point que d'avoir une porte d'entrée qui permettra d'avoir accès à tout un tas d'informations. Et après, je dirais que le deuxième point qui sera complémentaire, encore une fois, où les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, c'est sur multiplier les essais de véhicules, parce qu'effectivement, le meilleur moyen de mettre à mal des idées reçues sur quelque chose, c'est de s'y confronter. Et on a des statistiques qui montrent qu'une fois qu'on a essayé un véhicule électrique, eh bien, on se rend compte que quand même, c'est sympa, et pourquoi pas moi, et je m'y intéresse, et finalement, je trouve l'information. Justement, pour trouver cette information, d'ailleurs, ça a été annoncé, le lancement d'une plateforme, tout d'abord au niveau du gouvernement, pour faciliter les gens qui veulent utiliser la prime à la conversion. C'est-à-dire, je change mon véhicule.com, sera mis en ligne normalement au mois de mai de cette année. Et dans cette plateforme, vous allez avoir des questions. On va vous poser des questions, et en fonction finalement de l'usage que vous avez de votre véhicule, on va vous orienter vers le meilleur choix de motorisation. Et quand vous correspondez à un choix électrique, vous allez retomber sur la plateforme qui est en train de développer l'Aver France, qui est finalement la plateforme de la mobilité électrique, où là, on pourra vous accompagner du choix de votre véhicule, du choix de finalement l'autonomie, jusqu'à l'installation de votre borne de charge chez vous, ou savoir où sont les bornes de charge, comment marche la charge, quels sont les risques à prendre en compte, démystifier tout ça. Et ça sera étendu tout doucement aux véhicules hybrides rechargeables et à l'hydrogène. On commence par le véhicule à batterie, parce que là, on a un grand challenge pour atteindre les 1 million de véhicules. Mais tout doucement, on va traiter tous les véhicules électriques qui permettent justement de modifier nos comportements de conduite et d'être beaucoup plus citoyens. Sur le même sujet, ça s'y rapproche, c'est que l'objectif du projet Zero Emission Valley, c'est pas de rester cantonné sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le contrat avec l'Europe, effectivement, il est sur ce territoire-là. Mais l'objectif global, je le redis, c'est d'amorcer la filière de l'hydrogène, et il n'y a pas de frontières. Donc la région veut être chef de file et apporter son expérience à travers ce projet-là et démultiplier les informations sur les aides, sur les techniques, sur les coûts d'investissement, de façon à ce que les autres régions d'Europe puissent prendre part au développement de cette filière.
D'ailleurs, en Île-de-France, vous avez des taxis qui sont exploités depuis 2 ans aujourd'hui, des taxis Hype. Et il y a encore 2 stations qui se sont ouvertes de mémoire et la flotte augmente d'année en année. Et ça devient, je dirais, un réflexe de certains de commander le taxi sur la plateforme Hype pour rouler finalement en décarboné. Complètement. Et l'objectif, Hype, effectivement, est très parisien, mais je sais qu'il peut s'implanter ailleurs. Voilà, il y a des réflexions. Et dans notre projet, il faut les attirer à Lyon. C'est ce qu'on fait. Notre projet Zero Emission Valley, c'est aussi aller chercher des futurs utilisateurs d'hydrogène. Et les flottes de taxis, c'est une cible prioritaire, comme le bus, comme les bennes ordures ménagères. Donc on réfléchit, on travaille avec les flottes implantées sur la région. Très bien. Vous avez une petite... Non, c'était juste pour ajouter. Effectivement, il y a on voit qu'il y a une tendance sur les différentes consommations où de plus en plus les choix sur les taxis sont sur des véhicules qui sont propres, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit de l'électrique. Voilà, d'avoir une volonté de circuler dans sa ville en limitant l'impact qu'on a. Les taxis, s'ils font leur calcul de coût complet de possession, ils arrivent vite à dire il faut que je bascule la mobilité électrique, puisque finalement le coût d'usage est très faible. Vous avez pratiquement plus d'entretien, un coût carburant qui est négligeable, et tout ça rentre dans ce calcul-là, et finalement de plus en plus de taxis, si l'autonomie correspond, si les infrastructures sont au rendez-vous, permettra d'électrifier les transports, surtout s'il y a des zones à circulation restreinte qui sont mises en place. Je pense qu'en région Rhône-Alpes aussi, ça va tout doucement arriver, donc on ne pourra plus accéder au centre-ville que si on est zéro émission. Bon. D'autres commentaires, remarques? Non. Donc je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. Et je pense qu'on a apporté quelques réponses et quelques éclairements à tout le monde. Merci beaucoup à tous.